extension du domaine des idées, à la fois dans le temps, dans l'espace et dans la production de celles-ci. C'est ainsi qu'on pourrait peut-être résumer les 2000 pages de la très conséquente vie intellectuelle en France des lendemains de la Révolution à nos jours que publient en cette rentrée les éditions du Seuil. Pour discuter de cet ensemble qui est une synthèse aussi ambitieuse qu'inédite, j'ai le plaisir d'accueillir les deux coordinateurs de ces deux tomes. À ma droite, Christophe Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris I, déjà auteur de quelques ouvrages de référence sur la vie intellectuelle, sur la vie de l'université. Et à ma gauche, sans qu'il soit question de politique, Laurent Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8. Alors, vous êtes les deux coordinateurs, mais évidemment, pour faire tout ça, vous avez fait appel à pas loin d'une centaine de contributeurs qui ne sont pas obligés non plus d'avoir un nom en forme de prénom, un nom de famille en forme de prénom. Ce n'était pas une contrainte supplémentaire. Au terme donc, de cette traversée de près de 2 siècles de vie intellectuelle en France, est-ce que vous diriez, je commence par vous, Jean-Pierre, mais n'importe qui réagit, vous diriez que la vie des idées, on serait en train de vivre une remise en cause du pouvoir de ces idées sur la vie publique et politique à la fois, ou pas du tout? On a essayé en tout cas de ne pas répondre de manière frontale à cette question, même si c'est une question qui anime certainement l'enquête collective à plus de 130 auteurs qu'on a essayé de faire et vis-à-vis de laquelle on n'avait pas d'a priori, vis-à-vis de laquelle on a attendu aussi les contributions de chacun. Et donc, on n'a pas un constat sur, disons, la fin du pouvoir des idées ou la fin du pouvoir des intellectuels. On a été dans un premier temps de se dégager, disons, soit d'un constat sur le déclin des intellectuels, ou le déclin de la pensée française, soit d'un constat au contraire sur, je ne sais pas, le grand pouvoir des intellectuels. Il y a un essai récent qui essaye d'ausculter les pathologies politiques françaises et qui justement, parmi ces pathologies politiques, énonce que les intellectuels auraient trop de pouvoir en France et qui ferait écran à la qualité du débat politique. Alors bon, je conteste pas ce livre parce que par ailleurs, il prend les intellectuels de manière extrêmement restreinte, mais en tout cas, on a essayé d'abord d'historiciser cette question, et puis historiciser la question finalement du pouvoir des intellectuels, du pouvoir des idées, de la mettre à distance, d'essayer de réfléchir à des cycles dans lesquels la pensée française est rayonnante au niveau international et dans lesquels les intellectuels français peuvent avoir un poids dans la vie publique en général. Et donc ça permet d'avoir des constats qui sont plus mesurés mais pas forcément tièdes sur, disons, l'état de la vie intellectuelle française contemporaine. Et comme on va en parler, je vais pas aller trop loin, mais je dirais simplement que ce qu'on essaye de dire, c'est que l'état d'aujourd'hui n'est pas plus désastreux qu'il y a 30 ou 40 ans, qu'effectivement il y a beaucoup plus de producteurs d'idées et qu'il y a aussi des idées progressistes aujourd'hui comme hier. Alors un autre aspect sur lequel effectivement votre synthèse se dégage un peu des idées reçues qu'on serait dans le déclin, c'est vous avez quand même une phrase sur l'idée qu'il n'y a pas eu, comme certaines décennies dont la nôtre l'ont affirmé, de retour à l'ordre culturel ou intellectuel. Pourtant, il y a eu récemment un livre chez le même éditeur que vous qui a eu un certain succès qui s'appelait bien Le Retour à l'ordre. Oui, parce que quand on parle de ça, on se focalise sur un tout petit secteur qui finalement n'est pas absolument représentatif. Nous, on veut justement faire un plan large et montrer qu'au même moment où on peut avoir effectivement ces apparents retours à l'ordre, on a aussi des bouillonnements dans d'autres secteurs qui, à terme, vont bouleverser cet ordre. Donc on est toujours dans des choses qui vont dans un sens et dans l'autre, mais on ne peut pas dire qu'il y a une seule tendance, c'est totalement erroné. Si vous pensez à mai 68, on pourrait dire, après mai 68, il y a eu un retour à l'ordre. Or, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des idées de mai 68 ont fini par pénétrer dans la vie publique, dans la vie politique, et ont changé le système politique, plus ou moins. On a bien vu avec la régionalisation, le développement des politiques environnementales, les nouveaux soucis par rapport à l'éducation qui rompaient avec les modèles antérieurs. Donc, en dépit de ce apparent retour à l'ordre après 68, on a eu au contraire de nouvelles ouvertures, nouveaux mouvements. Et je pense qu'en ce moment, c'est pareil. On voit effectivement... Aujourd'hui, vous ne diriez pas qu'il y a une dérive droitière, parce qu'on a lu ça dans 27 il y a une dérive droitière et quand on regarde les meilleures ventes, on a quand même l'impression... Il y a une dérive droitière, bien entendu, de certains partis politiques. Mais là, je parlais des intellectuels. Oui, mais je veux dire, ces partis politiques influencent les intellectuels et inversement. On a bien sûr un électorat qui est de plus en plus important aussi, mais on a aussi de l'autre côté des tas de nouveaux courants qui naissent, bien sûr qui n'ont pas encore la visibilité parce que tout ça, ça prend du temps. Et moi, ça me fait tout à fait penser
puisque je suis 19e, à l'époque de la Restauration, où on avait à la fois un pouvoir extrêmement conservateur, voire réactionnaire, et au même moment l'émergence des nouvelles utopies, des nouveaux courants socialistes, des nouvelles conceptions de l'économie qui voulaient justement casser l'ordre ancien. Et finalement, qui est-ce qui a gagné? C'est ceux qui apparaissaient extrêmement minoritaires avant 1830, qui brusquement, après 1830 et encore plus après 1948, ont complètement renversé cet ordre conservateur et réactionnaire. Donc je ne dis pas que le grand soir est pour demain, mais je dis que quand on a ce type de constat, souvent c'est parce qu'on ne voit pas en parallèle d'autres forces, d'autres idées qui sont évidemment moins visibles parce qu'elles n'ont pas derrière elles justement tout cet appareil politique ou tout cet appareil médiatique, mais qui en réalité travaillent en souterrain vers des choses qui vont évoluer assez vite. Bon, même si le grand soir n'est pas pour demain, mais que déjà vous nous dites qu'on n'est ni dans le déclinisme, ni dans la droitisation inéluctable du monde de la pensée, je pense qu'on part sur de bonnes bases pour cet entretien. Mais comment alors, Laurent Jean-Pierre, vous avez fait pour sortir de ce qui est souvent l'histoire des intellectuels? Là, on est sur la vie intellectuelle, qui est une notion à la fois vague et du coup intéressante parce que un peu floue, pour sortir de ce qui est souvent l'histoire des mondes intellectuels, c'est-à-dire l'histoire soit du palmarès des intellectuels publics, soit des batailles des fois rejouées, voire surjouées. Oui, je reviendrai à travers votre question sur la question de la dérive droitière, parce que ça permettra justement notre méthode, enfin l'exposé de notre méthode permettra peut-être d'indiquer quelques éléments complémentaires de ceux que vient de donner Christophe Charles. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a essayé d'éviter le réductionnisme politique dont on vient de parler, ou le réductionnisme idéologique, c'est-à-dire la focalisation qui a été importante, qui a été très utile pour l'historiographie probablement, sur l'histoire des intellectuels, l'histoire des engagements publics, qu'on a essayé de restituer dans un bain plus large, qui est au fond l'histoire des institutions de pensée, des collectifs de travail littéraire, artistique. Oui, je le précise, votre index, c'est pas seulement des noms propres, c'est aussi des groupes, des revues, des institutions, des lieux de formation. Absolument, absolument. Cette dimension collective, institutionnelle de la vie de la pensée nous a paru absolument centrale pour essayer de comprendre à la fois la créativité des penseurs et des producteurs d'idées, mais aussi pour comprendre les limites de leur créativité. Et donc, du coup, on a restitué, disons, ce bain plus large qu'on appelle vie intellectuelle, et vous avez raison de dire que c'est une notion floue qui permet de mettre beaucoup de choses, à la fois un peu de droit, la question de la liberté de la presse, par exemple, qui permet de mettre des questions démographiques, combien de divisions dans le monde intellectuel, qui permet de mettre des questions sociologiques, est-ce que les femmes sont représentées ou pas, est-ce qu'elles sont visibles dans les médias à hauteur de ce qu'elles sont maintenant visibles dans le monde universitaire ou dans le monde littéraire. Donc on a introduit des questions qui ne sont pas absolument nouvelles, puisque c'est un travail aussi de synthèse de 30 ans de travaux qui étaient plutôt des travaux de recherche dans des revues et qui finalement sont fédérés dans ces deux ouvrages, mais avec les 130 auteurs qui ont contribué. Et donc, en ayant, disons, cette approche un peu plus large, qu'on a essayé après de découper thématiquement, en évoquant les idées esthétiques, les idées scientifiques, les idées politiques, mais au fond, secondairement ou à part égale avec les autres, mais aussi les échanges et puis les transformations de l'espace public, on a une image très différente de questions comme celle, par exemple, de la droitisation des esprits aujourd'hui. Puis, non seulement on aperçoit que cette question n'est pas nouvelle, mais on peut, par exemple, s'interroger sur... quand on parle de droitisation des esprits, on parle au fond d'une fraction de penseurs, ou parfois d'ailleurs de gens à qui on conteste le droit d'être des penseurs patentés, si on pense à Zemmour par exemple, qui ont une visibilité très grande aujourd'hui. Et donc la question qu'on pose, c'est pas tant est-ce que toute la vie intellectuelle s'est déplacée vers la droite, c'est plutôt à quelles conditions est-ce qu'aujourd'hui sont visibles seulement, ou sont visibles en priorité, des penseurs qui sont des penseurs, disons, réactionnaires. Et là, la question devient celle de l'articulation entre monde intellectuel et, par exemple, monde journalistique. Un des moyens de dépersonnaliser l'histoire de la vie intellectuelle, ça a été donc d'étendre les domaines, les institutions, les lieux de production où ça se fait. Ça a été aussi, et ça vous le soulignez à plusieurs reprises dans les ouvrages, de ne pas se centrer, comme ça a été longtemps, sur les livres et la philosophie. Parce que c'était
souvent ça. Là, je m'adresse à Oui, il y un avait grand artisan de l'histoire intellectuelle. Une hiérarchie implicite, hein. On mettait en avant surtout les penseurs qui pensaient le tout, donc les philosophes par définition, ou effectivement les formes les plus nobles qui passent par la littérature ou qui passent par des ouvrages classiques publiés en librairie. Or, ce que montre cette vie intellectuelle, c'est que les vraies pensées qui changent le monde ou qui contribuent à changer le monde sont celles qui passent justement de ce statut très noble, un peu idéal, vers des formes médiatisées, que ce soit les brochures, que ce soit les journaux, que ce soit les revues, et que c'est quand il y a cette pénétration en profondeur par tous ces moyens périphériques par rapport au livre que justement la vie intellectuelle embraye sur d'autres domaines et peut infléchir non seulement la vie économique, la vie esthétique ou la vie politique. Donc il faut s'attacher aussi à ces intermédiaires sans lesquels tout philosophe, si génial soit-il, restera un penseur en chambre et n'aura aucune influence. Il y a un exemple très intéressant qu'on peut suivre dans notre livre, c'est le cas de la pensée de Marx. Marx, au début, est totalement inconnu en France. Il vient quelques mois à Paris parce qu'il échappe aux sbires de la police, et puis après il retourne en Allemagne, et ses écrits commencent à vraiment être connus que pas avant la fin du XIXe siècle en France, et encore sous des formes extrêmement déformées, puisque c'est des traductions partielles, des mauvaises traductions, etc. Et on voit qu'il y a vraiment une vraie pénétration de la pensée marxiste que pas avant l'entre-deux-guerres. Donc c'est un décalage considérable entre le moment où cette pensée a été pensée et conçue et le moment où elle est appliquée, ce qui induit évidemment des malentendus, des distorsions, des échecs quand elle est appliquée mécaniquement à une société qui n'était plus du tout celle pour laquelle Marx avait pensé. Donc on peut reprendre énormément comme ça de pensées aujourd'hui canonisées qui ont passé par tout un tas de phases intermédiaires avant d'être véritablement lues et comprises en profondeur. Et maintenant ça devient un objet d'étude académique au moment où précisément les gens pensent qu'une grande partie du marxisme n'a plus aucune efficacité. Donc c'est devenu canonique au moment où ça n'a plus d'efficacité. Donc c'est ces détours de l'histoire qui sont très intéressants à suivre. Alors ça, on va venir un peu au cycle, mais auparavant, ce que vous dites là me fait penser à une question assez importante. Ça s'appelle, ces 2 tomes, La vie intellectuelle en France, qui n'est pas la vie intellectuelle française, puisque justement l'idée c'est de prendre en compte les arrivées même décalées, même partielles, même mal traduites de pensées qui circulent ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'une pensée venue de l'extérieur des frontières de l'Hexagone pénètre ou pas la vie intellectuelle en France? Est-ce qu'on peut repérer des régularités? Alors, je ne sais pas si on peut repérer des régularités. Christophe aura peut-être des éléments de réponse à cette question. Ce qu'on peut repérer, c'est des mécanismes, c'est-à-dire effectivement, il faut des passeurs, il faut des traducteurs, il faut déjà une ouverture à l'étranger. Ce qu'on a essayé de repérer, c'est pas simplement d'ailleurs des effets d'importation, mais aussi des effets d'exportation de la pensée française, c'est-à-dire tout un circuit d'échange et d'ouverture très large. Et là, le travail n'est qu'esquissé, parce que c'est vrai que c'est un domaine dans lequel une histoire complètement dénationalisée, ou en tout cas en grande partie dénationalisée de la pensée française ou de n'importe quel type de tradition nationale, tradition intellectuelle nationale, demanderait un travail considérable. Il faudrait aller dans tous les continents. Donc on donne quelques exemples. Par exemple, sur la période très récente, on s'intéresse à la circulation de la pensée française en Asie, en Amérique latine. On s'intéresse à des nouveaux continents pour quitter, disons, des univers qui avaient été plus travaillés. L'univers soviétique, bien sûr, pour une bonne partie du XXe siècle, l'univers états-unien, l'univers allemand, dont on sait qu'il a eu un rôle très important dans la pensée française pendant plusieurs décennies. Mais c'est vrai que restituer cette carte mondiale des circulations est quelque chose de difficile. Sans importateurs intéressés, sans importateurs qui, au fond, par un geste d'innovation qui consiste à importer une pensée étrangère pour occuper, disons, une position ou une place dans des univers intellectuels où ils sont souvent nouveaux entrants, il n'y a pas ces échanges. Et c'est vrai que, par ailleurs, il y a un autre mécanisme très important que Christophe connaît bien. C'est vrai que
la carte mondiale de la pensée n'est pas une carte plate, c'est une carte avec des reliefs dans lesquels il y a des centres, des périphéries, des semi-périphéries. Paris a été une capitale intellectuelle et culturelle pendant plusieurs siècles, dès l'Ancien Régime, et donc du coup, Paris était un centre attracteur très important, et de là aussi, disons, le caractère très, très diversifié de sa pensée pendant 2 siècles. Alors justement, on entend quand vous dites qu'il est important de changer de focale à la fois en faisant un zoom arrière et en étendant le panoramique pour saisir ce qu'est cette vie intellectuelle en France, et que ça permet de remettre un peu en cause les idées soit de dérive droitière, soit de déclinisme. On a quand même l'impression qu'il y a quelques raisons à une nostalgie d'un moment où la pensée française se vivait sinon comme universelle, du moins comme centrale pour le coup. Il faut montrer que la place de Paris n'est pas usurpée quand on parle de Paris comme capitale des lettres ou des arts. Du coup, est-ce que quand même le sentiment qu'on est plus dans cette époque, enfin que c'était mieux avant, sans évidemment un historien ne dirait pas ça, mais est-ce que c'est un peu lié au fait que simplement la centralité de Paris en général et de la France s'est perdue dans le phénomène de mondialisation? Oui, non, mais ce n'est pas seulement le phénomène de mondialisation, je crois que c'est aussi même le propre regard des Français sur eux-mêmes, c'est-à-dire dans la période, effectivement, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une sorte d'autosatisfaction, de complexe de supériorité, parfois même un peu énervant et pénible, des Français qui considéraient qu'ils étaient la meilleure aboutissement de la civilisation. Bon, aujourd'hui, même des gens très très à droite, je pense, ne tiendraient pas à un discours comme ça. Enfin, en tout cas, ils auraient du mal à convaincre même leurs amis les plus proches. Donc, c'est plutôt, je pense que c'est un changement de conscience de soi, l'idée qu'effectivement l'histoire française maintenant est dans une autre phase, qu'on ne reviendra plus à l'empire colonial, qu'on ne reviendra plus à l'idée que l'Europe est le centre du monde. Donc ça ne concerne pas seulement la France, hein. On a les mêmes phénomènes dans les autres pays. Et je pense que le Brexit, ou en tout cas le vote pour le Brexit, est aussi une manifestation de ce sentiment de ne plus être la Grande-Bretagne d'autrefois. Donc là, je crois que c'est un changement de regard historique. Et puis, autre phénomène, bien sûr, c'est l'émergence d'autres puissances intellectuelles beaucoup plus peuplées, beaucoup plus riches parfois, comme les États-Unis, beaucoup plus entreprenantes, comme la Chine, etc. Ce qui fait que la France, avec ses petits moyens, ne peut pas tout à fait rivaliser en termes quantitatifs. Donc il faut qu'elle se trouve, comme on dit, des niches spécifique où elle ne sera pas justement écrasée a priori parce que le rapport de force est trop déséquilibré du fait des données objectives. Donc tout ça, ça oblige évidemment à une certaine gymnastique, un changement de position, un changement de stratégie, et c'est vrai que c'est douloureux parce qu'on vivait un peu sur des acquis. Il était logique que tous les intellectuels du monde viennent à Paris pour apprendre la nouveauté. Il était logique que les anciens colonisés continuent de venir faire des études chez nous alors que maintenant on leur propose d'aller en faire ailleurs, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est un autre monde et il faut en tenir compte, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des atouts à faire valoir dans ce monde. Alors vous avez fait, Laurent Jean-Pierre, un gros effort de repériodisation. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais disons que vous identifiez quatre grands temps: le temps des prophéties de 1815 à 1860, le temps des groupements de 1860 à 1914, que vous appelez le temps des combats de 1914 à 1962, puis le temps des crises de 62 à nos jours. Je ne vais pas vous faire revenir dans tout le détail, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous dites qu'en dépit de ces moments, on constate une certaine stabilité des structures de la vie intellectuelle en France. Comment est-ce qu'on explique comme ça une stabilité des structures qui explique que même dans une période comme 1914-1962 où on enchaîne les guerres et les révolutions, il existe des permanences. Est-ce que c'est seulement la singularité que vous mettez à jour et qui va un peu à l'encontre de la doxa là-dessus, c'est le rôle de l'État français? Oui, alors un mot sur la périodisation, pas pour revenir sur ces principes, mais pour revenir sur disons sur l'idée que avec ces appellations, on n'a pas fait preuve d'une inventivité très grande, puisque beaucoup de ces appellations avaient été proposées par d'autres historiens ou critiques littéraires ou analystes avant. On a repris un certain nombre de ces appellations. D'autre part, dans le jeu des appellations, c'est un jeu essentiellement éditorial. On ne dit pas que chaque période est homogène et qu'elle est simplement surdéterminée par les prophètes, ou les écrivains prophètes, surdéterminés par les combats. Toutes
toutes les appellations se chevauchent aussi. Il y a des crises évidemment dans la période 1462, il y a des combats dans la période dans la période contemporaine. Bon, un point sur ce point, et on insiste beaucoup au contraire sur le caractère un peu hétérogène des temps historiques. C'est une idée que Christophe Charles a développée dans un livre important qui s'appelle La discordance des temps sur la modernité. Et je crois que cette hétérogénéité interne des temps, le fait que les temporalités de la science ne sont pas celles de l'art, ne sont pas celles de la vie des idées ou de la vie littéraire, c'est un point très important. Alors, j'en viens malgré tout à votre question. Dans cette hétérogénéité, malgré tout, et on trouve effectivement des éléments de plus longue durée qu'on essaye d'identifier au terme du parcours, et au fond à la fin aussi des 4 années ou 5 années de notre travail. Et parmi ces permanences, il y a celle que vous notiez, et effectivement, qui est probablement un des éléments de la singularité française, qui n'est pas une singularité culturelle, mais qui est une singularité proprement institutionnelle. La place de Paris, on l'a dit tout à l'heure, le caractère très concentré de la vie intellectuelle, le caractère très centralisé de la vie intellectuelle, et la place de l'État qui s'affirme probablement au XXe siècle, et qui fait qu'il est difficile d'être un participant à la vie des idées sans avoir un lien, disons, plus ou moins fort avec l'État, c'est-à-dire souvent sans être fonctionnaire, au moins dans un moment de sa carrière. Alors, cette fonctionnalisation de la pensée, si on la voit simplement sous un angle péjoratif, bon, elle a été souvent critiquée, mais elle explique, disons, une sorte est-ce qu'il faut dire de sens commun intellectuel? Oui, en tout cas de fond commun intellectuel, de culture commune, qu'on retrouve évidemment dans les grandes écoles, dans la permanence, disons, des grands lycées parisiens, et qui fait que finalement il y a une mobilité des grandes institutions centrales assez faible en France, peut-être plus faible que dans d'autres pays, et que même quand il y a du coup des polémiques très grandes, des conflits politiques ou une idéologisation de la vie intellectuelle très importante, et bien malgré tout, le monde intellectuel tient et ne passe pas immédiatement aux armes. Bon, c'est ce qu'on essaye, c'est ce que les auteurs... Oui, c'est un effet un peu paradoxal, c'est-à-dire que finalement l'étroitesse d'une certaine manière de ce qu'on appelle la scène, à la fois parisienne et assez étatisée, crée à la fois des immenses effets de concurrence et en même temps, tout le monde a les mêmes armes, c'est ça? Tout à fait. Il y a des principes communs de discussion. Évite au fond effectivement le bain de sang, quoi. Alors ça a été très développé par à la fois Philippe Oliveira, Bruno Goyet et Enzo Traverso, cette idée que c'est effectivement au fond ce sens commun intellectuel qui permet les grandes polémiques pendant la période 1462 qu'on idéalise souvent. Justement, vous parliez de nostalgie tout à l'heure. Voilà, on a souvent une nostalgie de ce moment des combats quand on a, je sais pas, une conception épique de la vie intellectuelle, et notamment quand on est jeune et qu'on entre peut-être ou qu'on essaye d'entrer dans la vie des idées. Charles, oui, sur cette idée des continuités, je pense que c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a un éternel retour de certains débats, puisque les gens ont été formés à la dissertation en particulier, dans certaines écoles ou dans certains lycées. Ils ont été formés à certaines habitudes rhétoriques qui parfois surprennent nos collègues étrangers, et tout ça crée une espèce de fil rouge qui fait que quand on lit un livre du 19e siècle, on n'est pas dépaysé parce qu'il est organisé comme encore aujourd'hui on organise un livre du 20e siècle. Alors que quand vous comparez d'autres cultures, en Angleterre, en Allemagne, où il n'y a pas justement cette formalisation extrêmement précise et poussée de la façon dont on doit développer des arguments, de la façon dont on doit organiser sa pensée, parce que ça ne fait pas partie du cursus scolaire, c'est pas les apprentissages obligatoires que tout le monde a suivis plus ou moins, en tout cas de ceux qui vont accéder ensuite à la vie intellectuelle. Donc du coup, le débat est plus complexe puisque les gens ne s'organisent pas leurs idées de la même façon, ne répondent pas aux mêmes règles, etc. Tandis qu'en France, il y a, en tout cas jusqu'à une date récente, quand vous regardez la plupart des grands intellectuels, ils ont eu des parcours scolaires absolument parallèles, et donc ils ont acquis dans leur inconscient académique ou dans leur inconscient littéraire des sortes de réflexes qui font que même quand ils veulent complètement innover, on retrouve sous-jacent ces principes de discussion, ces principes d'argumentation, ces références communes à une culture qui va de soi. On cite les mêmes auteurs, on cite les mêmes œuvres, et on se bat sur les mêmes auteurs et les mêmes œuvres, mais on ne va pas chercher dans un autre circuit culturel. Donc il y a effectivement ce soubassement qui est très très frappant. Je me souviens,
J'étais en Allemagne il y a quelques années, j'ai rencontré un journaliste et il me dit on va aller voir le directeur de l'Institut français. Bah oui, qui c'est l'Institut? Ah, bah c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études. Il dit ah, vous avez fait vos études. Voilà, donc il était totalement étonné. En Allemagne, ce serait impensable que comme ça, quelqu'un qui vit à Berlin et un autre qui vient d'ailleurs se retrouve à avoir fait leurs études ensemble parce que la scolarité est beaucoup plus éclatée, diversifiée, etc. Donc alors, ça crée des liens, effectivement, pas forcément d'amitié, mais en tout cas des implicites dans le débat et dans la discussion. Alors avant que j'avoue que j'ai déjà suivi des cours de vous à l'Université Paris 1 et que vous me disiez que cette discussion était en train de ressembler à une dissertation, je vais demander alors Jean-Pierre sur cette place singulière de l'État quand même dans la structuration d'une vie intellectuelle nationale. On se pose quand même deux questions. Est-ce que c'est pareil quand l'État est de droite ou de gauche, même si ces termes-là sont fluctuants, et parce qu'on a toujours un peu l'image que c'est pas la même chose, que la droite irait davantage contre, en tout cas, certaines parties des idées, mais tout votre travail tient à montrer aussi que voilà, la vie intellectuelle ne se réduit pas aux figures emblématiques qui ont souvent été les figures du combat dont on parlait tout à l'heure. Et deuxième question, est-ce que ça vous semble être encore vrai alors que bon, on est quand même dans un moment où l'emprise de l'État se réduit dans beaucoup de domaines de la vie sociale? Oui, alors sur disons, les différences entre droite et gauche, bon, on a essayé de les traiter. Bon, c'est vrai que ces différences au XIXe siècle sont probablement plus accusées qu'elles ne le sont au XXe. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que, disons, les fonctions éducatrices, les fonctions, disons, de libéralisation de la vie intellectuelle que la gauche a plutôt défendue, ont en réalité eu une efficacité bien plus grande sur les transformations de la vie intellectuelle que parfois les volontés de contrôle plus fortes qui pouvaient émaner de la droite. Mais au fond, il y a quand même une grande stabilité de la place de l'État dans la vie intellectuelle, au moins à partir, disons, du début du XXe siècle. L'action culturelle existe déjà, même si elle n'est pas forcément, disons, sous l'égide d'un ministère. La diplomatie culturelle existe depuis la fin du XIXe siècle au moins. La création d'instituts de recherche à l'étranger, l'action éducative de l'État. Donc en réalité, sous diverses guises, il y a une continuité de l'action de l'État vis-à-vis du monde de la pensée, avec évidemment des grandes ruptures malgré tout, des ruptures de moyens, des ruptures qui sont plutôt des ruptures quantitatives, notamment c'est tout à fait souligné dans l'ouvrage en matière de politique de recherche, qui décolle véritablement, enfin qui évidemment commence à la fin du 19e, au début du 20e, mais qui décolle véritablement dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a un changement d'échelle, mais il y a quand même une continuité forte de cette intervention de l'État. Alors vous posez la question de savoir si aujourd'hui le retrait de l'État n'est pas manifeste et si au fond on n'est pas en train d'assister à une désétatisation, on part quand même d'une démographie du monde intellectuel, d'un ensemble intellectuel qui soit sont enseignants. Si on prend le monde artistique par exemple, c'est très clair, les artistes qui vivent uniquement de leur art, les écrivains qui vivent uniquement de leur plume sont malgré tout statistiquement extrêmement rares. Beaucoup sont artistes enseignants, écrivains enseignants, donc la place de l'État, en tout cas comme employeur, par exemple, des producteurs d'idées, reste très importante. Ce qu'on note, c'est plutôt des phénomènes de précarisation, par exemple, c'est ça, un des effets du retrait de l'État. Ce qu'on note, c'est des phénomènes, effectivement, de recul de la France, de recul de l'effort, disons, national vis-à-vis de la recherche ou vis-à-vis des arts par rapport à d'autres pays, d'autres puissances dont a parlé tout à l'heure Christophe Charles, qui, elles, au contraire, investissent beaucoup dans la recherche, beaucoup plus que nous le faisons. Mais on part quand même d'une histoire de longue durée dans laquelle l'intervention de l'État était très grande. Donc là aussi, le discours immédiatement alarmiste sur la fin de la présence de l'État dans la vie de la pensée n'est pas immédiatement valide. Ce qui est plus valide, c'est de voir que la continuité, la continuité nécessaire au travail de pensée, au travail créateur, n'est plus assurée par l'État parce qu'il y a ce phénomène de précarisation massive. Alors ça, c'est un des autres points importants que vous soulignez dans le livre. Pour enchaîner là, juste sur ce que vous disiez, vous décrivez un véritable changement sociologique finalement de la production d'idées, avec, pour le dire très schématiquement, des effets de massification liés à la massification de l'enseignement supérieur notamment, des effets de précarisation, des effets aussi de féminisation. Quelles sont les conséquences sur la vie intellectuelle de ces véritables variables sociologiques ?
Alors elles sont multiples, mais en réalité on n'a pas encore assez de recul. Enfin, on commence un peu à les analyser, hein. Il y a des travaux maintenant, mais comme c'est des phénomènes qui remontent en gros aux années 80, 90, donc c'est les générations qui arrivent justement sur le devant de la scène en ce moment même, mais on n'a pas encore assez de recul pour voir en quoi ces générations, une fois qu'elles auront vraiment pu s'installer au pouvoir, puisqu'il y a encore des vieilles générations, dont la mienne, qui s'accrochent et qui ne veulent pas lâcher. Donc on est encore dans un moment de transition où ces nouvelles générations n'ont pas complètement conquis la totalité des espaces où elles peuvent s'exprimer. Donc on est encore, on ne peut pas voir tout parce qu'on est encore dans un état intermédiaire. Et deuxième remarque, je crois que ça va dépendre aussi beaucoup de ces discontinuités ou pas. C'est-à-dire, est-ce que effectivement ce retrait est relatif, hein, c'est toujours relatif, c'est pas absolu. En nombre, il n'y a jamais eu autant d'intellectuels, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires, il n'y a jamais eu autant de professeurs, il n'y a jamais eu autant d'artistes. Enfin, de ce point de vue-là, on est bien au-dessus de ce qu'on pouvait avoir même dans la période des années 60. Donc, ce n'est pas un retrait absolu, mais c'est vrai que relativement, il y a des dysfonctionnements parce que l'État relâche son effort dans certains domaines, parce qu'il y a une surproduction relative d'intellectuels dans certains secteurs, on sait bien, et la lutte pour la vie est extrêmement difficile pour eux. Donc, évidemment, on peut raisonner par analogie et penser que ça va créer des frustrations, ça va créer des tensions croissantes entre certaines catégories qui vont être du bon ou du mauvais côté du partage des dépouilles. Et on peut penser à ce qui s'est passé dans les années 30. Je fais une analogie, mais enfin, beaucoup y pensent, où justement il y a eu une crise massive du monde intellectuel liée à tous ces dysfonctionnements, à la fois les économies de l'État qui veut tailler sur les budgets, les contraintes liées à la préparation de la future guerre, etc. Donc tout ça qui a fait que l'État a baissé la garde et que donc toute une génération d'intellectuels s'est trouvée soit au chômage, soit sous-employée, soit poussée à des petits boulots, un peu comme ce qu'on constate aujourd'hui. Donc on sait très bien sur quoi ça a abouti dans les années 30, ça a abouti sur une polarisation idéologique extrêmement forte, montée des extrêmes, et pendant la période la plus tragique, évidemment, des affrontements qui n'ont pas été seulement des affrontements verbaux ou symboliques, mais véritablement des luttes physiques avec des gens qui prennent les armes et qui se rangent soit dans le camp de Vichy ou de la collaboration, soit dans le camp de la résistance ou des gens qui refusent ce nouvel ordre. Donc, évidemment, je ne fais pas la prophétie qu'on risque d'arriver à ça, mais enfin, il y a toute une série de facteurs qui ressemblent potentiellement à cette situation de crise qui a déjà eu lieu dans les années 30. Donc on peut faire ce... Mais évidemment, je ne souhaite absolument pas qu'on en arrive à cet état. Mais enfin, c'est potentiellement... Globalement, on peut dire que cette nouvelle précarisation dit quelque chose à la fois finalement d'un éloignement de la vie intellectuelle et du pouvoir. Surtout une perte de confiance. C'est ce qu'on voit avec le fait qu'il y avait un article hier même dans le journal que je lis le soir qui s'appelle Le Monde, qui montrait qu'autour des candidats potentiels au présidentiel, dont on faisait la liste, il y avait de moins en moins, entre guillemets, de vrais intellectuels. Il y avait de plus en plus des gens appartenant à des think tanks, à des associations de lobbyistes, etc. Alors qu'on se rappelle encore que quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il mettait en avant qu'il avait autour de lui de brillants intellectuels qui allaient le conseiller et dont il a fait, pour certains d'entre eux, la carrière, pour ne pas les nommer, vous les connaissez. Donc, on voit qu'il y a devenu l'emblème des intellectuels médiatiques. Voilà, donc c'est une autre question. On voit qu'il y a une relation qui va plus de soi, et que l'intellectuel n'est pas forcément un fétiche qu'on avance comme argument politique pour montrer qu'on est du bon côté ou qu'on a derrière soi les forces de la pensée. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez inquiétant, non seulement pour les hommes politiques, mais aussi pour les intellectuels. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une distorsion de la relation entre eux, et sans doute l'idée qu'il ne faut pas avoir des idées trop compliquées pour gagner en politique. Et effectivement, la campagne présidentielle américaine semble aller dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'il y a un déclin de la croyance dans la puissance de la pensée, je pense, du côté des hommes politiques, et il y a un certain découragement du côté des intellectuels qui voient que tout ce qu'ils annoncent n'est pas entendu. Enfin, il suffit de voir tout ce que Thomas Piketty avait proposé à une certaine époque, au moment où il fréquentait un peu les cercles du pouvoir, et on voit bien qu'aucune de ces idées n'a pénétré dans aucune réforme réelle qui a été entreprise ensuite. Donc là, on voit bien qu'il y a un malentendu, ou en tout cas un refus d'entendre.
Alors on a évoqué une certaine permanence des structures qui façonnent la vie intellectuelle en France. On a montré qu'il y avait vous montrer qu'il y a des périodisations possibles sans être homogènes, avec des cycles, même s'il faut se méfier grandement des moments où on pense qu'il y a une décadence de la pensée, parce que rétrospectivement, il y a plein de moments où on a complètement inversé le regard qu'on portait sur certaines époques. On se pose quand même la question Christophe Charles vient de parler des générations. C'est vrai que souvent on a l'impression que la vie intellectuelle avance par générations successives, en rupture vis-à-vis de la précédente. Vous montrez dans ces 2 tomes que c'est souvent faux. Mais du coup, on se pose quand même la question, qu'est-ce qui déplace parfois les coordonnées de la vie intellectuelle, de la vie des idées? Qu'est-ce qui fait que quand même il y a des fois la dérive ou les dérives de ce que vous appelez les continents intellectuels, même si elles ne vont pas forcément vers la droite? Oui. Alors bon, on fait une histoire qui est attentive effectivement aux institutions, aux permanences, hein, mais on ne fait certainement pas une histoire immobile, une histoire dans laquelle il n'y a pas de changement. Et c'est vrai que vous avez souligné le fait que bon, on s'est posé la question parce que c'est un peu une question classique, quoi, la question effectivement des caractères cycliques de la créativité, des caractères cycliques effectivement, pourquoi pas des engagements politiques, la question donc des périodicités internes de la vie intellectuelle, mais on ne décrit pas en tout cas une histoire où il y aurait aucun changement. Alors il y a plein de facteurs de changement, hein. En fait on les a déjà je crois listés dans notre entretien. Il y a un facteur évident qui est le facteur justement qui est lié aux échanges internationaux, c'est-à-dire la possibilité de faire venir dans l'espace de la pensée ou de la création nationale des idées qui lui sont inconnues, qui lui sont étrangères, et de les faire jouer avec les idées du pays. Ça a été un facteur de renouvellement extrêmement important. On peut penser évidemment à la peinture, mais on peut penser à peu près toutes les formes de la pensée, aussi à la philosophie française contemporaine, avec ses importations de philosophie allemande, en tout cas pour la période, disons, 14-62, de la philosophie américaine aujourd'hui. Donc il y a plein de domaines où ce jeu d'import-export qu'on a évoqué tout à l'heure est un facteur d'innovation important. Il y a un autre facteur qu'on a évoqué qui est un facteur d'innovation important, c'est justement la concentration parisienne. C'est à la fois un frein probablement à la diversité de la pensée française, c'est un problème, disons, démocratique quant à l'organisation de l'espace public et de l'espace public intellectuel, mais c'est aussi un facteur de bouillonnement et de création, puisque l'extrême concentration de la pensée française fait que des personnes qui travaillent dans des domaines qui sont assez éloignés, sciences physiques par exemple et arts, sciences mathématiques et arts, on évoque ces rencontres dans le livre, qui n'est pas du tout un livre qui cloisonne en fait la vie de la pensée, mais qui à la fois reconnaît qu'il y a des compartiments à cette vie, mais en même temps essaye de voir comment il circule. Dans Paris, il y a une circulation qui est supérieure à celle qui peut exister dans d'autres pays. Bon, dans les campus américains, il y a aussi effectivement une effervescence de ce type. Parfois, mais voilà, donc ça c'est un facteur d'innovation, parce qu'on sait que pour que la pensée change, il faut qu'il y ait des rencontres un peu inattendues, qu'on soit justement déplacé par rapport à son jeu de pensée. Il y a d'autres facteurs d'innovation qui sont des facteurs plus tragiques, que Christophe Charles évoquera probablement mieux que moi, qui sont, pas parce qu'ils sont tragiques, bien sûr, parce qu'il les connaît mieux, mais qui ont à voir effectivement avec les guerres, les effets des guerres sur les cohortes de la vie intellectuelle, des corps décimés, comme après la Première Guerre mondiale. Après 14-18, vous montrez que la saignée a concerné tout le monde. Qui font qu'effectivement on doit en quelque sorte tout réinventer, forcé et contraint, et les grandes crises politiques ont souvent produit ce type de réinvention nécessaire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une génération, mais là aussi je laisse Christophe développer ce point, qui n'a pas traversé de grande crise et donc qui est là depuis longtemps. Mais Christophe vous dira peut-être un mot là-dessus. Oui, donc on pourrait dire qu'il y a une démographie intellectuelle qui n'est pas exactement calquée sur les grandes lois de la démographie traditionnelle, mais qui fait qu'évidemment, il y a des périodes fastes où, grâce à l'effacement rapide d'une ancienne génération, des jeunes générations peuvent plus vite
arriver sur le devant de la scène et innover ou proposer des choses inconnues, alors que dans une période comme la nôtre, en ce moment, on a encore sur le devant de la scène des gens d'un certain âge, d'un âge certain, qui étaient déjà connus il y a 30 ans ou 40 ans, et par conséquent qui ont tendance à ne jamais revenir sur leurs certitudes et à empêcher ceux qui ont d'autres certitudes de les exprimer aussi facilement. Donc ça fait partie aussi des luttes internes à la vie intellectuelle. Alors pour les guerres, c'est vrai que c'est extrêmement fort pour le XXe siècle, puisqu'on a eu bien sûr à la fois cet effet de saignée sur toute une cohorte de jeunes intellectuels qui n'ont pas pu aller au bout de leur vie, parce qu'ils ils sont morts précocement. Inversement, ceux qui ont survécu avaient un contentieux à régler, puisqu'ils ont rendu responsables de ce drame la génération d'avant, qui les avait bercés de grandes illusions sur la beauté de la guerre et la joie du patriotisme, et qui vont être particulièrement virulentes dans leur critique de la génération précédente, qui, elle, évidemment, était confortablement installée dans un fauteuil pour envoyer les autres sur le front. Donc, ce temps des combats, là, dont on parle pour cette période 14-62, ça renvoie aussi à ça, cette distorsion entre des gens qui étaient du bon côté du front, c'est-à-dire qu'en fait, qui regardaient les autres se battre, et ceux qui ont pris en pleine figure ce drame et qui, pour ceux qui ont pu survivre, vont réfléchir sur cette absurdité et vont, du coup, avoir tout autre regard que celui de la génération précédente qui avait cru à ces grandes illusions de la beauté de la nation et du patriotisme poussé à son extrême. Donc là, on voit bien comment des changements externes se retraduisent à l'intérieur de la vie intellectuelle et fournissent un autre regard, d'autres arguments, d'autres perspectives pour justement renouveler la pensée. Alors au XIXe siècle, on n'a pas évidemment un drame aussi puissant, mais on peut quand même voir qu'une grande partie des générations qui se suivent passent leur temps à réfléchir sur le phénomène de la Révolution française. Et là aussi, il y a des conflits d'interprétation, il y a évidemment des gens qui étaient par leur famille liés à tel ou tel camp, et on rejoue sur le plan symbolique les luttes qui ont été jouées sur un plan beaucoup plus violent la génération précédente. Donc on est tout le temps en France, du fait d'une histoire quand même un peu chaotique, il faut bien le dire, dans cette interférence entre le pur combat d'idées, le pur échange d'arguments théoriques, et puis du vécu, des expériences dramatiques et la nécessité de penser ces expériences dramatiques. Alors comme de toute façon on ne fera pas le tour de cette vie intellectuelle en France des lendemains de la Révolution jusqu'à nos jours, que ce soit en 40, en 45 minutes, en 52 minutes ou même plus, on va s'acheminer vers la fin de cette émission avec deux questions. La première pour vous, Laurent Jean-Pierre, est-ce qu'en général, vous avez pu constater un décalage entre la diffusion réelle des idées et la croyance de leurs auteurs en leur force intrinsèque ? C'est une question difficile. Je crois que ce décalage existe toujours. Alors, je ne veux pas faire de la psychologie des groupes sociaux trop rapide, mais en tout cas, c'est évident que c'est probablement une des dispositions qui rend possible d'entrer dans le monde intellectuel et probablement d'y rester, que de croire en la force de ces idées et en leur pouvoir potentiel. Ce qu'on essaye de montrer, Christophe l'a rappelé au début de l'entretien, c'est que les conditions pour que les idées aient une certaine efficacité, une certaine diffusion, elles sont nombreuses et elles ne sont certainement pas uniquement dans les mains des producteurs d'idées eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elles font intervenir une somme d'acteurs très importants, c'est ce que les sociologues nous avaient dit aussi depuis longtemps, une somme d'acteurs très très importants qui sont des intermédiaires culturels, des éditeurs, des journalistes qui font exister les idées au-delà, disons, du monde ou du petit lieu dans lequel elles ont été produites. Alors donc effectivement, une forme de surestimation de sa puissance sociale, ça serait en quelque sorte le péché constitutif de tout candidat à la vie intellectuelle. Oui, d'ailleurs, on le voit dès la première partie du livre, avec ce temps des prophètes, ça c'est particulièrement une période où il y a une sorte d'illusion
collective, enfin un collectif d'une certaine élite, mais qui croit qu'il y a une force du verbe, une force de la parole, y compris de la parole poétique, pour transmettre aux masses, au peuple, les idées qui animent ces auteurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à force d'y croire, ça a marché, puisque on a effectivement le cas le plus célèbre, c'est celui de Victor Hugo, dont l'itinéraire politique, vous le savez, va de l'extrême droite à l'extrême gauche, et qui, au moment où il bascule du côté plutôt à gauche, se prend effectivement pour véritablement un prophète, et effectivement, quelques années plus tard, il est élu triomphalement pendant la période de la Deuxième République, et après sa période d'exil, où il continue d'être le prophète isolé sur son rocher, il a une audience de plus en plus vaste, puisque ses livres sont vendus, malgré les interdictions, dans toute la France et lus par un très grand public, et même à l'échelle européenne, et à la fin de sa vie, il devient une sorte d'emblème symbolique du combat de la liberté de la République, alors qu'il avait commencé sur un tout autre registre dans sa jeunesse. Donc, effectivement, des personnalités comme cela, pour des gens qui viennent après, se disent, bah, après tout, si ça a marché pour lui, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi, même si tout le monde ne sera pas Victor Hugo. Oui, mais il y a des vrais effets de réel de la conférence de ça, parce que vous montrez aussi à quel point on a pu surestimer les avant-gardes. Parce qu'aussi, elles se présentaient comme sans arrêt en rupture, elles construisaient leur rupture, et aujourd'hui, on a une image de l'histoire intellectuelle qui est en grande partie celle des avant-gardes, alors qu'elle correspond peu à la réalité que vous déployez. Et je conclurai alors avec une question, ce sera facile pour vous de la conclure, puisque c'est celle qui amorce le dernier mouvement de votre conclusion à vous. Pourquoi, malgré tout, sommes-nous si tristes quand on regarde la vie intellectuelle? Vous reprenez cette phrase qui est d'Anatole France en 1891, donc ça ne doit pas faire moins de 125 ans, et en même temps, on a quand même l'impression que, ben voilà, il reste une tristesse, voire une mélancolie. Oui, ben je crois que c'est parce que nous sommes à la fin d'une certaine histoire, cette histoire justement héroïque, cette histoire idéale, cette histoire où les bons gagnent et les méchants sont punis. Enfin, c'était quand même une certaine pédagogie républicaine d'une certaine époque, c'était aussi un certain enthousiasme des grands partis de gauche après la Libération, c'était aussi un nouvel espoir qui avait pu naître en mai 81 avec l'élection de François Mitterrand, et évidemment nous sommes dans une autre phase qui n'est plus sur ce type de lancée, donc ça peut expliquer une certaine morosité, une certaine tristesse. Mais comme on le dit aussi à la fin, ça renvoie aussi à ce conflit de génération, je crois, qui est en train de se développer en ce moment, entre effectivement ce qu'on appelle les baby-boomers, ou les générations qui ont profité de la période de la grande expansion collective des années 60 et 70, et qui continuent d'occuper le devant de la scène, alors que les réponses qu'ils apportent aux problèmes d'aujourd'hui sont totalement, à mon avis, anachroniques, dans la mesure où ils vivent justement sur ces illusions encore de l'époque où ils étaient dans une phase positive. Donc je crois qu'il y a effectivement un déclin, un sentiment de déclin, parce qu'il n'y a pas de nouvelles pensées qui apparaissent, qui proposent un nouveau regard sur l'histoire en train de se faire en ce moment, à part des constats négatifs comme ceux qu'on vient de faire, et il n'y a pas un horizon d'attente positif, parce que toutes les grandes idées positives ou les grands horizons d'attente positifs ont été les uns après les autres dévalorisés successivement dans la dernière période. Donc je crois qu'il y a une attente, alors j'espère qu'elle sera comblée, j'espère qu'il y aura de nouvelles idées, de nouvelles propositions qui redonneront espoir et qui proposeront une voie vers l'avenir, mais pour l'instant c'est vrai qu'on a plutôt le négatif qui est visible, mais un positif qui est en attente, mais qu'on ne voit pas venir. Laurent Jean-Pierre, vous qui n'êtes pas un baby-boomer, le mot de la fin là-dessus? Non, on a peut-être une appréciation un peu différente. Je crois que ces idées, ces nouveaux horizons d'attente, ces nouvelles figures, disons, du progrès sont en formation et sont peut-être déjà visibles. Hein, mais en tout cas, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le constat. Sur le notamment poids, dans le champ de l'écologie, on en trouve. Enfin, voilà. Sur le poids qui pèse, oui, même dans le champ effectivement de l'économie, dans le champ de la politique. Je pense qu'en réalité, dans tous les domaines, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'accès et de visibilité à des idées neuves et à une construction, disons, d'un futur, de possible, etc. Mais je voulais juste ajouter un point. Je crois que la tristesse, elle vient aussi j'ai pas commenté tout à l'heure, de ce sentiment
de la dérive des continents intellectuels dont vous aviez parlé. Hein. Ce qu'on voulait dire par là, c'est un phénomène historique qui nous échappe en partie. C'est-à-dire que, oui, il y a une fragmentation, en même temps qu'il y a une massification du monde intellectuel, une augmentation du nombre de producteurs d'idées, il y a une fragmentation de ce monde. Et donc ce type de livre, bon, c'est aussi une sorte de tentative un peu vaine. De babélisation. Oui, on parle de babélisation, effectivement. Et donc c'est une tentative un peu vaine, ou une tentative un peu, effectivement, vouée en quelque sorte, presque dans son point de départ à l'échec, de synthétiser quelque chose qui est plus possible, qu'il est plus possible de synthétiser. Et donc cette mélancolie, au fond, de ceux qui participent à la production d'idées tout en étant les observateurs, elle est un peu liée à ce double mouvement, à la fois d'élargissement et de fragmentation, qui fait qu'on n'embrasse plus rien, que de tels outils n'existaient pas jusqu'à présent, et qu'on aimerait pourtant les avoir pour avoir une carte de la pensée contemporaine. Donc là, cette tentative vaine fait donc 2000 pages, 2 tomes, 130 contributeurs. Merci à eux et merci à vous. Merci. Merci.